Ça va? Ça va, écoute. Ouais. Tu me dis quand t'es paré, hein. Bon ben, moi c'est bon, vas-y, tu fais... Ok. Bon, entre deux, je vais te servir s'il y a du monde, mais... Sinon tu fais... Eric, c'est ça. Et je vais vous dire bonjour quand même. Bien. Ça va bien? Chez les mains mouillées. Romain. Enchanté. Donc Romain Leboeuf boucher, on a dû te la faire 40 000 fois, mais Sinon tu peux la plus. refaire. C'est quoi, c'est un signe du destin, non? Presque. Oh bah tu sais, après j'ai rien inventé, hein. Mon père a commencé avant moi, tu sais, tu fais que reprendre. Bon, tu peux visiter? Ouais. Là on a tout ce qui est carcasse de bœuf. Donc comme on peut le voir, plus d'arrière que d'avant. Parce que les arrières on cherche à les faire rassir. Alors que les avants non. C'est sur un avant on a plus de morceaux à bouillir que de morceaux à griller comme dans l'arrière. Donc là on cherche la tendreté dans l'arrière alors que dans l'avant de toute façon comme c'est bouilli, il y a peu d'intérêt. C'est pour ça que l'avant ici va être commercialisé cette semaine, alors qu'elle a que 15 jours d'abattage. Alors que cet arrière, c'est un arrière qui a presque 2 mois, il va passer seulement la semaine prochaine. Ça c'est pour le bœuf. Une petite boucherie comme ça, de quartier, ça tue combien de bêtes par an? Bah, une boucherie comme la mienne, ça peut tuer une trentaine de bêtes par an. Ce qui n'est pas énorme au final. Ce qui n'est pas énorme. Non. Parce que, À condition de bien les travailler. Hein. Le foyer moyen consomme 2 à 3% de viande en moins par an. Ce qui n'est pas grand chose, 2-3%, sur une unité comme la mienne, franchement, on s'en rend pas compte. Par contre, la production baisse de 10%. Donc le problème, c'est qu'on produit moins que ce qu'on consomme. Donc, résultat des courses, les cours ont tendance à augmenter, on a de moins en moins de choix. Et le problème, il est que ces 10% de production en moins sont sensiblement ciblés sur du haut de gamme. En général, c'était plutôt des gens qui avaient plus de 60 ans, qui avaient 10, 15, 20 bêtes, qui faisaient ça un peu, j'allais dire en dilettante. C'est pas vraiment le terme parce que c'est quand même prenant, mais qui faisaient ça parce qu'ils ont toujours fait ça et que c'était comme ça. Voilà, terminé. Mais sur ces 15 ou 20 bêtes là, les 15 ou les 20 étaient exceptionnels. Et là, les mecs, ils en ont plein de cul, il faut dire le terme, c'est plein de cul, et ils arrêtent. Et le problème, c'est que moi, c'est avec des gens comme ça que je travaille. Okay. Donc, on peut ressortir si ouais. j'ai un peu froid. Alors que nous, on achète d'abord notre viande, on la travaille bien et on la vend. Alors que eux, ils vont raisonner vraiment se dire, bon voilà, c'est-à-dire que cette viande-là, si je veux le vendre tant, il faut que je l'achète tant. Donc ils vont se démerder par n'importe quel moyen pour l'acheter tel prix. Peu importe les sacrifices qu'il faut faire, parce qu'ils ont tels investissements que de toute façon, il faut le rentabiliser. Ils n'ont pas le choix, ils sont pris là. Ouais. Alors que nous, sur des petites boutiques comme les miennes, bon, au pire, le mec, il fait mal son boulot, il y a un dépôt de bilan, il y a un dépôt de bilan d'un boucher en France, bon, ça passe inaperçu. Sur, tu mets Bigard qui fait une faillite en France, c'est une catastrophe économique. Donc les mecs, ils n'ont pas le choix. Donc après, c'est pour ça que tu te retrouves avec des problèmes comme on achète du minerai maigre, parce qu'ils appellent ça du minerai maigre en Pologne, ils achètent du gras en Hongrie, c'est transformé en France, ça fait un beau steak haché surgelé, ça passe en grande surface et personne ne voit, et c'est marqué transformé en France. Le problème, il est là. Sur la grande surface, j'ai acheté qu'on puisse comparer. Ouais. L'entrecôte, on va dire c'est un classique. Bah déjà, la photo, elle me plaît pas. Elle te plaît pas? Non. Si dessous, c'est comme dessus. Même le packaging, ça te plaît pas, non? Non, le packaging, franchement, pour moi, ça me chagrine parce qu'il y a donc, je suppose qu'apparemment c'est dans une barquette un peu rigide en dessous. Ça fait beaucoup d'emballage pour une entrecôte. Une entrecôte qui fait 180 grammes. Et ne serait-ce qu'une entrecôte de 180 grammes, c'est pas forcément bon signe. Okay. Là, tu regardes ne serait-ce que la photo, la leur et la mienne, d'avion de cette couleur-là, tu vois, il y a déjà un problème. Donc ça, c'est la photo. Et donc là, tu as l'entrecôte pour de vrai. Donc il y a encore un autre problème. Ça fait quand même 2 problèmes sur la même entrecôte. Sur une entrecôte, tu as plusieurs muscles. Tu vois, comme tu peux le voir ici, tu as plusieurs muscles. Là, cette entrecôte, elle est plutôt de ce côté-là. À titre d'exemple, pour comparer ce qui est comparable, voilà. Là, on est exactement dans le même sens. C'est-à-dire que la petite noix d'entrecôte, ici, la mienne, elle est là. Okay, donc tu vois la différence, ne serait-ce que ça. Le petit muscle ici, c'est ce petit muscle ici. On peut prendre la longueur si tu veux. Tu vois leur longueur, la mienne, l'épaisseur. Voilà, bah, ça, chez nous, on appelle ça de la merdouille, quoi. Moi, je suis à 32,90, donc tu as 3 € du kilo d'écart.
Là, franchement, à la rigueur, moi c'est bien parce que ça me tranquillise, parce que là, je les atomise. Hein. Ouais. En termes de qualité, tu veux dire? En termes de qualité, oui. Après, il y a 3 € du kilo d'écart. Hein. Sur une entrecôte, ça représente que quelques centimes. Hein. Merci, madame. Manger une entrecôte à 5,60 € chez un boucher, c'est possible ou pas? Ouais, c'est possible. Là, la mienne, je l'ai fait d'une épaisseur suffisamment raisonnable pour qu'elle soit bonne en cuisson. Mais sur ça, tu manges à 2. Ouais, ok. Et je vais te la mettre sur la balance, mais tu vas voir ce que ça fait. Là, tu manges à 2, ça fait 13 €. Donc tu manges à 2 et tu as 400 grammes. Et là, tu as une viande qui va être quand même plus persillée. Bon, là, la mienne, elle n'est pas pareille, on est bien d'accord. Normalement, tout ça, ça s'enlève. Hein. Ça, la cuisson, ça résiste un petit peu, c'est un peu désagréable. Ouais. Mais en termes de texture, voilà, ta viande, elle n'est pas flasque, elle n'est pas molle. Mais comment t'expliques qu'aujourd'hui, les gens sont au courant quand même que la provenance de la viande n'est pas la même que chez le boucher. Ils sont au courant que le prix il est un peu différent, mais bon, comment ça se fait qu'ils continuent à en consommer cette viande-là? Franchement, après le problème, je pense que l'avantage, il est que t'as un marketing qui est nickel, ouais. T'as un prix qui reste cohérent, ils annoncent le prix que coûte la pièce, alors que nous on ne le fait pas forcément. Donc quand on annonce 30 € du kilo, si tu veux, ça peut peut-être faire toujours plus peur que 5 € à la pièce. Okay. Je pense qu'il y a un tas de petites choses comme ça qui font que ça peut jouer. Et puis je te dis, il y a le côté pratique. Dès que tu prends ça, tu le mets dans ton panier, tu vas à la caisse, tu le payes, tu t'en vas. Ouais, parce que sinon, il faut que tu fasses la démarche d'aller chez ton boucher, de le prendre, de machin, etc. En fait, les gens veulent moins bien manger juste parce que c'est plus pratique. Ah, je pense que sur le long terme, ça l'emporte un peu. De toute façon, les normes sanitaires sont les mêmes pour tout le monde. Même si de temps en temps, on est bien d'accord, tu as toujours des problèmes et puis tu as des scandales. Bon, bah, ça c'est normal, ils jouent, de temps en temps ils perdent. Des fois ça passe. Bon, c'est comme du cheval pour du bœuf. De manière sanitaire, tu manges du cheval pour du bœuf, ça prend rien. Hein. Ouais. C'est juste que là, c'est trompé sur la marchandise. Et tu te fais prendre pour un con propre et net, quoi. Je vais être honnête avec toi, j'en ai jamais fait cuire. Ok, normal. Je vais les faire cuire. Je fais chauffer une poêle. Tout ce problème sur l'alimentaire, ça a peut-être enrayé une remise en question des bouchers. Et est-ce qu'il y a une remise en question des bouchers à faire? Alors, la remise en question des bouchers, c'est un petit peu compliqué si tu veux. Nous, on suit la tendance de nos clients. L'avantage que nous on a comparativement aux industriels, c'est qu'on est au contact du client et il n'y a pas de frontières. Qu'eux, ils sont obligés de faire des sondages, des choses comme ça. Donc il y a toujours de l'inertie et leurs clients à eux, c'est pas les nôtres. Donc c'est deux choses complètement différentes. Ok. Et il faut bien dire une chose, c'est que moi je fonctionne d'une méthode. Mon collègue qui est à 2 km, il a une autre clientèle et il s'adapte à sa clientèle. Okay. Alors, il n'y a rien qui vous unit avec tous les autres bouchers? Si on a une confédération. Est-ce que c'est cette confédération qui est responsable de la publicité qu'on voit à la télé? Ouais, avec cette confédération fait la pub. Vous étiez tous d'accord pour faire ça? Non, pas tous. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Bon, c'est rigolo si tu veux. Après, l'avantage, c'est que bah, tu vois, ça marque les esprits. Bon, après, moi, j'y trouve pas un grand intérêt. Je m'en fous. Du moment qu'on fait parler de nous, je pense que c'est déjà pas mal. Pourquoi ils n'ont pas essayé de faire parler d'eux sur la qualité ou sur la provenance, la traçabilité? Je pense que ça aurait été mieux. Mais après, je vais te dire, et ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est que j'ai pas forcément tous mes collègues qui sont réglo. Ok. On a des noms. Non, mais c'est délicat ce que je dis, hein. Je le dis avec des pincettes, ça représente une minorité, mais c'est comme tout, cette minorité elle fait chier. Et je peux très bien avoir un artisan qui fait de l'étranger. Ok. C'est possible. Il n'y a rien qui lui empêche. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Ça fait rien, c'est juste de l'éthique. Ok. Après, tout dépend si on se considère artisan ou commerçant. Moi, je suis artisan avant d'être commerçant. C'est pas la même chose. Ok. En fait, c'est de l'acier, point, terminé. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Ouais. C'est juste de l'acier, terminé. Donc, au fur et à mesure que tu les utilises, il y a ce qu'on appelle un culottage. Tu vois, elle devient noire comme ça. Ouais. C'est pas forcément qu'elle est mal lavée, hein. Au contraire, par contre, il faut éviter. C'est ce que je dis, moi, quand. Voilà, quand c'est mal lavé, c'est meilleur. C'est le culottage. Ouais, ça s'appelle du culottage. Donc là, elle est relativement neuve. Mais normalement, après, au bout d'une petite année, elle est complètement noire. Ah ouais. Et une fois, par contre, qu'elle est complètement noire,
elle est en T'as le cancer. T'as le cancer, voilà. En fait, le problème, il est que, tu vois, j'aimerais bien avoir une gazinière qui rentre pile là. Les nouvelles gazinières que je veux des trucs qui crachent un peu, là, je veux plus ça. Le problème, c'est qu'elles sont trop larges, donc après, la plonge, on est coincé. La taille, ça compte beaucoup au niveau des cuisinières. D'ailleurs, sur l'entrecôte de monsieur, tu peux mettre de la terrasse, tu peux mettre tout ce que tu veux pour attraper le goût, mais sur la mienne, non, tu fais cuire comme ça. Oui. Ok. Voilà, pour être dans les clous sur un point de vue légal, le client qui part, il doit avoir ses déchets. Alors le problème, c'est qu'un client qui me prend une côte de bœuf, où il y a beaucoup de déchets, Pour en vélo, s'il vous plaît. il part avec 7 déchets, il part avec 300 grammes de déchets qu'on ne valorise pas, parce que ce qu'on enlève en plus, c'est pas du gras, hein, c'est vraiment toutes les nerfs, les peaux, tout ce qui va nuire à la cuisson et puis qui va résister un peu sous la dent. Hein. Alors que tu as l'avantage de... Bah, l'avantage, c'est même pas un avantage là. Tu vois, ça nous on l'enlève. Ça là, ça c'est imbouffable. Hein. Ça c'est du tissu conjonctif, voilà, ça tu ne manges pas. Après le reste en fait si tu veux, ça n'a même pas été pareil là, c'est que ça a tellement été mal désossé qu'on a l'impression que c'est pareil. Que c'est pareil. Parce qu'en fait normalement, tiens voilà, là tu as l'exemple type, cette petite peau ici, ça c'est ce qu'on appelle du périoste. Donc c'est une membrane qui entoure l'os, qui normalement au moment du désossage tu laisses sur ta viande pour protéger ta viande jusqu'au dernier moment. Et tu l'enlèves uniquement au parage. Là en fait là tu vois très bien, en fait comme c'est net, tu vois que ça a été désossé à l'arrache. Ok. Ouais. Je veux dire même un apprenti chez moi il fait pas ça. Hein. C'est très délicat et on peut juste poser des questions. Ok. Donc au boucher, bon, dans le rayon boucherie. Tu peux juste faire confiance à ton artisan, à ta grande surface, parce que attention, t'as des chefs de grande surface, des chefs de rayon de grande surface, t'as des mecs qui sont carrés, hein, t'as des mecs qui sont réglo. Hein. À mon humble avis, c'est pas la majorité, mais bon. Il y en a. Tu peux en avoir, bon, bien sûr. Mais rien n'empêche le fait d'avoir confiance ou pas. Et de toute façon, la réponse elle est simple, hein. Tu fais cuire, tu goûtes. Hein. Tu as la réponse. Hein. Ouais. Tu sais où t'en es. Hein. Donc sur une entrecôte, entre les deux entrecôtes, tu as 55 centimes d'écart. Entre là, tu manges du foncé d'une race à viande chez un artisan, et là, tu manges... C'est du français hein, sur le truc. Ouais, mais j'ai pas dit qu'elle était étranger, j'ai dit que tu mangeais du... Pour moi, c'est une insulte. Alors après, C'est pas le même point, non? Non, là je l'ai pesé en partant du principe qu'elle faisait le caméraman s'y met 188 grammes. Ah, mais c'est pas, on va lui faire avaler sa caméra. Oh, pardon. Parce qu'on a fait son test. Voilà. Et tu vois, ça fait. Normalement, ça fait. Tu vois, ça fait. Les coupes, c'est la France. Bah, comme toi, sur tes étiquettes, c'est écrit exactement la même chose au final. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait la différence alors? Bah, en fait, je suis en train de chercher s'il est stipulé que c'est une race à viande ou pas. Et là, je trouve bizarre que ça ne soit pas mentionné. Ah. Ça me chagrine, ça. Mais au final, ce qui je trouve bizarre, c'est que sur les étiquettes, au final, vous ayez la même chose. Et sur le papier, au final, c'est deux choses qui viennent pas du même endroit. Il n'y a rien, il n'y a pas le petit plus qui puisse apporter une précision. Non, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu aléatoire et qui change du contexte. C'est un contexte qui d'une semaine à une autre peut varier un petit peu. C'est une sacrée faille quand même ça. C'est normal que les industriels ils slalomment là-dedans en fait. Non. Ah bah bien sûr. Ils en profitent à juste prix parce que t'es consommateur, t'y connais rien. Tu prends ton entrecôte. En admettant que tu n'aimes pas ta viande, que tu prends pas plaisir à aller chez le boucher, tu vois ça, tu prends parce que tu le vois à la télé et tu dis c'est une marque, comme Adidas, comme Nike. C'est une marque en viande, on est bien d'accord. Tu dis bon ok, bon allez je cherche à savoir, tu vois quoi? Origine France, donc tu dis bon c'est de la viande française, en France la viande c'est cool, ok c'est sympa, c'est réglo, bon ok très bien. Abattage France, donc c'est abattu dans un abattoir français, c'est bien. C'est abattu de manière conventionnelle ou c'est abattu du halal? C'est pas ça. Alors que moi, par contre, je peux te garantir, c'est du conventionnel. Pourquoi les bouchers ils se battent pas pour que justement ça... C'est un petit peu en cours, ça. Par contre, c'est un sujet un peu polémique, parce que là, on rentre dans un sujet politique. Donc c'est comme tout ce qui est politique, c'est toujours polémique. Et là, en plus, ça rentre dans le système religieux. Alors là, c'est... Oui, mais sur le coup, je parle de la traçabilité par rapport à la viande.
Mais c'est vrai que, alors après il y a la façon de le tuer, mais je parle pourquoi les bouchers ils créent pas un label justement pour que les industriels arrêtent de se promener Alors, dans ces couloirs-là. Le problème, il est que tous les labels qu'on a créés, par exemple comme les labels rouges, des choses comme ça, au bout d'un moment, ça arrivait en grande surface. Ok. Donc, moi, par exemple, je vais... Vous la font à l'envers à chaque fois. Quoi. Voilà, je vais être honnête avec toi. Le seul label qui vaut à mes yeux, c'est le mien. Ok. C'est mon label. C'est moi qui dis, ça c'est bien, ça c'est pas Ok. bien. Terminé. Donc on peut faire confiance au boucher. Ah oui, Ouais. ça complètement. Ok. À la condition de ne pas avoir un filou. Au niveau du bruit. Bah, elle bouge pas trop en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'elle bouge un petit peu, qu'elle perde un peu. Donc ça veut dire que c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est pas mal, mais faut voir, on va attendre si ça rend un peu l'eau ou pas. Au petit déjeuner, tu manges de la viande. Je mange de la viande 3 fois par jour. Ah ouais. Matin, midi et soir. C'est pas trop, non? Soi-disant oui, mais regarde, je suis pas mal portant, bon je fais 100 kilos, hein, je m'en cache pas, hein, je suis pas maigre non plus. Mais mon père a mangé de la viande matin, midi et soir, il a 73 ans, il a la forme, il fait 100 kilos aussi, mais il est un tout petit peu plus petit que moi. Et je veux dire, il a la niaque, hein, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. T'as déjà mangé des légumes? Oui, si ça accompagne la viande. Le problème, il est que, tu vois, tu la retournes, putain, elle se défait et tout, c'est vraiment la merde. Ça m'énerve. La mienne, tu la défais, elle est d'une pièce. Comment tu vas servir ça Alors qu'on n'y a pas mis de coup de couteau, mais tu vois, elle part déjà en sucette, quoi. Et à ton avis, c'est qui achète ça dans les supermarchés? C'est les gens qui sont plutôt pauvres ou c'est les gens qui ont plutôt les moyens? Alors, je vais être honnête avec toi, pour acheter du il faut déjà avoir un petit peu d'argent. Hein. Ouais. Au final, c'est... Ouais. Et je pense qu'en plus, les gens qui achètent ça, c'est pour mettre autant d'argent dans une entrepôt comme ça, il faut avoir de l'argent et pas forcément faire attention. Parce qu'en général, les gens qui n'ont pas les moyens, il y a une expression qui dit « j'ai pas les moyens d'acheter pas cher ». Ça veut dire « j'ai pas les moyens d'acheter de la merde ». Ouais. C'est-à-dire que, en clair, quand tu achètes, je sais pas, quand tu achètes des pompes à 500 boules parce que c'est fait sur mesure et puis que tu as une semelle en cuir, c'est 500 € peut-être, mais tu les as à vie. Et puis le mec il te les fait à ta taille, t'as le briquet qui vient, qui prend, bon bah t'as tes pompes. T'as la même dégaine à vie. Voilà. Et, Tu le fais à chaud hein, tout de suite, tu décolles les sucres, tu enlèves. Voilà. Alors, par contre là t'as du goût hein, dans le jus. Hein. Mais bon. dans l'évier quoi. Dans l'évier t'as du goût. Ouais, t'es obligé de manger des entrecôtes. Il y a des parties qui sont un peu on va dire moins chères et qui... ouais, tu vas avoir du steak haché, tu peux avoir des beefsteaks, tu peux avoir des choses comme ça. Et tu n'es pas forcément obligé de manger du bœuf. Tu as du porc qui reste très comestible, qui reste très bon. Après, tout dépend ce que tu veux comme porc. En porc, c'est encore plus flagrant sur du bœuf. Le porc, il y a quelques temps, on entendait les éleveurs de porc bretons, là, tu sais, qui faisaient la gueule. Ils étaient pas spécialement contents parce que ça n'allait pas, l'économie c'était en train de se casser la gueule. En même temps, je vais être honnête avec eux, c'est bien fait pour leur gueule, ils ont fait de la merde. Non mais, faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est eux qui sont allés dans l'industriel, leur porc, ils ont ça pour grandir, terminé, ils ne bougent pas, terminé. Tu prends leur porc, ils n'ont pas un pet de gras, c'est des élevages intensifs à mort, c'est en un minimum de temps, ça fait un maximum de poids. Bon, c'est pas compliqué quand tu le fais cuire. Tu fais cuire tiens, tu coupes une tranche de rôti de porc, tu fais cuire ça, tu récupères ça. Ok, pas de problème. Très bien, tu as acheté 200 grammes, tu manges 100 grammes. Je trouve ça normal, non? Après, moi je fais du porc fermier. C'est un porc qui est gras, parce que du porc, faut pas oublier qu'à la base, c'est gras. C'est gras. Un porc maigre, c'est pas bon. c'est qu'il y a un problème. Et celui qui a pas trop les moyens et qui mange pas de porc, comment il fait chez toi? Qu'est-ce qu'il peut acheter chez toi? Il mange de la rosette de lion. C'est pas du porc, c'est de la rosette. Celui qui aime pas le porc et qui... Là, après, on se résigne forcément avec... Manger moins souvent, peut-être? à manger moins souvent, mais de meilleure qualité. Ouais. Et je pense que c'est un peu c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est un peu... les gens commencent à se réhabituer à manger moins, mais mieux. Tu me feras une copie, je montrerai ça à mon père. Il va peut-être te déshériter? J'aime pas la texture, j'aime pas
Un steak haché, on n'est pas loin, non? Bah, Attention, alors là, un boucher à manger du bon, je suis surpris parce qu'elle n'est pas mauvaise. Ah, attention, ça tourne. Mais elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne non plus. Ok, elle est entre les deux, quoi. Elle est insipide. Non, je vous jure, elle est insipide. Bah, c'est des bons moments quand même. C'est bien, au moins comme ça, je me fais un comparatif. Ouais, bah voilà. Bah goûte. Bah vas-y, attends. On va goûter les mêmes muscles. Hein, Ok. Tu goûtes dans cette zone-là, puis là, tu vas goûter dans cette zone-là. Bon, j'ai juste à tirer. Elle est pas mauvaise, hein. Ça fait pas vomir non plus, hein. Ça Voilà. reste correct, quoi. Et où ça, tu m'as dit? Dans cette zone-là. Je préfère le chipoteur, mais... Ouais, non, mais vas-y, parce que. Voilà. Ne serait-ce en parlant de tendreté pure. Ah, ça Ah, n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mathis, tu veux goûter ou pas? Ouais, je vais goûter après. Ah non, c'est pas. Ah, Et tu vois, ça me rassure parce que je pensais pas qu'en termes de tendreté, ça serait aussi flagrant que ça. Ouais. Et en termes de goût, ça n'a rien à voir? En termes de goût, la mienne, elle... Après, c'est difficile parce que c'est la mienne qu'on mange en dernier. Mais la mienne, elle reste. Je comprends pas pourquoi celle-ci a un goût de salé. Je sais pas si tu as remarqué ou pas. Ouais. Elle est plus salée, on a l'impression. Ouais. On a l'impression qu'elle est plus salée alors que la mienne, non. Je sais pas pourquoi. Tu crois qu'ils mettent un truc dedans? Bah écoute, moi je me suis. La première impression que j'ai eue, j'ai dit ah putain, je l'ai salé, mais j'ai pas sorti le salé. Mais en bouche, on a l'impression qu'elle est salée. Ok. Alors que franchement, bah, je sais pas si c'est moi qui déconne ou si c'est. Pourtant, non, c'est pas précisé quand même qu'il mettrait. Pour toi, l'évolution du petit commerce de proximité, le boucher de proximité, l'artisan, c'est quoi son avenir? En fait, si tu veux, ça va poursuivre par rapport à ce qui se fait depuis les années 70, depuis la création des grandes surfaces. C'est-à-dire qu'avant le travail des grandes surfaces, il faut bien se dire quelque chose, il y avait des bouchers qui le faisaient. Il y a des bouchers qui vendaient pas cher et qui vendaient pas du top. Faut pas s'en cacher. Il y avait des bouchers qui vendaient cher et qui vendaient du top. Il y a des bouchers qui étaient moyen de gamme, qui vendaient à un prix correct. Et puis tu as des bouchers qui vendaient pas cher du tout, mais qui vendaient tout. Après, les grandes surfaces qui sont arrivées. Tu veux dire qu'il y a des commerçants, pendant un moment, ils ont un peu abusé? Non, parce que le prix est en conséquence. Okay. Donc à partir du moment où le prix est en conséquence, on n'est pas abusé. Ça, 4 €, c'est pas abusé. Ça, 5,60 €, c'est abusé. Ouais. C'est ça que je dis. Ok. Et après, ce qui s'est produit quand les grandes surfaces sont arrivées, Il y avait un ras-le-bol quand même du côté des commerçants, non? Tu penses pas? Des clients, tu veux? je sais pas, parce qu'après le client est libre. Il est libre de payer plus cher mais d'avoir du top. Il est libre d'avoir un peu de monnaie mais sans plus et puis d'acheter un moyen de gamme. Il est libre de ne pas avoir de monnaie mais par contre en termes de qualité c'est pas top. Le client était libre. Par exemple mon père c'est quelqu'un qui dans les années 70 venait de s'installer. Il faisait toujours des belles bêtes qui vendaient assez cher parce qu'évidemment quand c'est beau tu l'achètes cher donc plus ton travail forcément ça coûte cher. À l'arrivée des grandes surfaces il ne l'a pas suivi. Là, je vais être honnête avec toi, plus ça va, plus il y a un fossé qui se creuse. Donc si tu veux, tu as la grande surface qui stagne, parce que le savoir-faire, ils s'en foutent, ils veulent du volume, terminé, point barre, même s'ils font des efforts d'emballage, de marketing, de présentation, de ceci, de cela, mon boucher, il est tout beau, la tablier blanc, c'est le meilleur. Moi je veux bien, mais le savoir-faire, il n'est pas là, et la viande, elle n'est pas là. Donc ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les gens, on peut les prendre pour des cons, mais jamais très longtemps. T'es sûr? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y en a avec qui tu peux jouer plusieurs fois. Et après, t'as nous, quand je dis nous, c'est les artisans. Mais je dis les artisans, je dis pas les commerçants. Hein. C'est pas la même chose. Il faut qu'on aille de plus en plus vers le haut et qu'on se batte un petit peu pour ça. Et il faut qu'on se batte pour secouer un peu les éleveurs et continuer à nous faire des belles bêtes, des choses comme ça. Donc ça va aller en s'améliorant, tu penses? Je pense. Est-ce que tu penses pas que les industriels vont justement, eux, ils vont aller dans quelle direction? Enfin, ils vont aller dans quelle direction? Tu penses qu'ils vont continuer à nous endormir avec créer des labels qui n'existent pas ou... Ils
Ils peuvent encore nous endormir encore. Oui, oui, et Ils le font. peuvent pas aller dans la direction de Non. ça bien. Non. Pourquoi? Ils pourront faire du propre, mais ils pourront jamais se mettre à notre niveau. Ok. C'est indéniable. Après, je peux Techniquement ou... d'une techniquement, et principalement techniquement, deux parce que le savoir-faire ça se transmet, alors que sur des volumes comme eux, on ne peut pas transmettre de savoir-faire, on peut pas faire de choses comme ça. Moi, pour acheter une bête, des fois, je galère pour en acheter une. Je ferais comment eux? Ouais. J'ai une, il dépasse à la seconde. Ouais. T'as quoi comme rapport avec les bêtes? Je veux dire. Rapport. Non, non, on va dire professionnel. Attention, hein. Comment te dire? Non, mais c'est une question, c'est une bonne question. Pour moi, une bête, c'est pas de la marchandise. C'est une bête, c'est un animal. Tu le respectes au final. Je la respecte. Mais tu la tues. Je la tue, effectivement, et je vais être honnête avec toi. Après, c'est peut-être difficile à comprendre. Je sais que le jour où je sais que telle bête que j'ai vue, que j'ai choisie, elle passe à l'abattage, je vais pas dire ça me fait chier, mais ouais, ça me chagrine, quoi. Un petit pincement. Ben, c'est con, hein. Je me dirais, bah tiens, je pourrais peut-être la garder encore un peu, mais non, parce qu'elle est bien là. Ouais. Alors après, il n'empêche que, par contre, je vais pas supporter un client qui rentre chez moi et qui va maltraiter ma viande ou qui va mal en parler. Je refuserai de le servir. Ça, j'en ai rien à foutre. Ah, ok. Pour se dépatouiller dans tout ça, il y a deux solutions. Si tu as le client qui, pour une fois, tu as un client de grande surface, qui est habitué à rester dans ce milieu et qui a peur d'être perdu de chez l'artisan, et je te dis quelque chose qui, moi, m'arrive, et régulièrement et de plus en plus. J'ai des gens qui ont 30 ans, des fois moins, des fois un petit peu plus, qui ont toujours été en grande surface. Parce que c'est facile, c'est pratique. Ils arrivent dans le magasin, et tu vois que le client, il regarde ta viande, mais il comprend rien. Tous ces codes sont faussés au final. Voilà, il ne sait pas du tout quoi prendre, il est largué. Et ben bien souvent, j'ai des clients qui me disent, écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais pris ma viande chez un artisan, parce que j'ai peur de prendre une cartouche, parce que j'y connais rien, parce que je sais pas quoi manger et je sais pas cuisiner. Pour éviter la cartouche, comment on peut faire? Eh ben c'est pas compliqué, tu dis ça à ton artisan. S'il est pas con, il comprend le message, Ok. et il fait l'effort. Donc voilà, faire passer le message aux artisans pour pas prendre une cartouche. Non mais c'est. Alors que. Non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, bien souvent les gens ont peur d'aller chez nous parce qu'ils disent oh putain, je vais m'en tirer pour un billet de 100 alors que je veux rien prendre comme viande.